Bonjour à tous, je m'appelle Charline Martési. Je vais vous présenter le projet que j'ai façonné tout au long de cette 5e année d'architecture d'intérieur. Nous allons aborder des thèmes d'architecture vernaculaire, d'autosuffisance et d'intre-espace. Le bâtiment étudié se trouve en Auvergne dans le département de la Haute-Loire, sur les plateaux venteux à 1000 mètres d'altitude. C'est un vieil édifice situé dans un village de seulement 6 habitants, extrêmement rural. Il est composé de 3 volumes, l'ancienne habitation, le corps de ferme avec l'écurie et un hangar de stockage. Pour le programme, j'ai voulu me servir de l'isolement géographique et démographique comme d'une force en faisant un lieu autonome, non seulement en énergie, mais également de toutes ressources nécessaires pour vivre. Une famille y vivrait toute l'année et accueillerait des gens par un système de woofing, c'est-à-dire que des personnes vont aider à la ferme en échange du gîte et du couvert. Le concept architectural est basé sur les transitions et passages. Je suis venue jouer avec l'épaisseur déjà importante des murs en venant l'exagérer, en créant cet entre-espace, espace dans lequel on va vivre. Ils serviront de transition entre l'intérieur et l'extérieur. Sur ce plan, la nature est omniprésente. Un endroit qui peut s'autosuffire. Des champs, des vergers, une mare, du bois, des chemins, une rivière et un potager. Un accès à la route est visible par l'ouest. On peut voir grâce à cette maquette que l'intervention se situe dans les 2 volumes principaux. Le hangar est gardé tel quel pour les animaux et le stockage du fourrage. Sur le plan du rez-de-chaussée, on s'intéresse en premier à l'ancienne écurie. La partie centrale est mise en valeur par le jeu d'épaisseur. Cet espace est commun et convivial. Une isolation de 30 cm avec un air de maison basse consommation en laine de mouton protège l'intérieur. Les espaces grisés sont la matérialisation de l'entre-espace. Il entre en contradiction avec la partie centrale. Eux sont à l'échelle d'un corps humain, réservés à l'individu et ponctués de niches. Ce sont des endroits calmes. On voit une pièce au centre qui n'est pas réellement nommée, et des espaces en périphérie qui viennent rythmer et donner de la vie. Dans cette vue, l'espace est baigné de bois, simple et brut. La zone de convivialité est mise en valeur par la surépaisseur. Ce petit salon va venir masquer les mystérieux espaces plus sombres dans la paroi. Cette paroi qui matérialise l'entre-espace est une ossature bois, isolée lorsque c'est nécessaire et simplement recouverte de bardage vertical, fait grâce aux planches de récupération et ou en bois local. Les portes se font dans la paroi, comme les anciennes bâtisses de la région. Orienté au sud, le plan de travail est intégré à la nouvelle peau intérieure. Au premier plan, une vaste table et des bancs, symbole d'esprit d'entraide et de communauté. Toutes les menuiseries intérieures, portes et placards, sont en bois et se confondent dans la paroi, ce qui contraste avec les menuiseries qui donnent sur l'extérieur et qui vont venir sublimer la nature. Elles sont plus contemporaines, en aluminium, fines, sombres, donc discrètes. Les volets de cette cuisine sont intérieurs et pliables en 2 parties. Ils se rangent dans l'épaisseur et viennent s'intégrer à l'embrasure historique. On vient ici pocher le plein pour sublimer le creux, à la manière du travail de Louis Kahn, et donc créer un paroxysme de l'épaisseur. On vient ici y vivre. Grâce à cette niche, sous l'escalier, on retrouve un peu notre âme d'enfant. Cette niche, directement en contact avec la pierre, paraît comme un écrin. Comme les autres, les livres y sont incrustés. Les niches sont autoporteuses grâce à leur structure de bois. Les coussins sont confectionnés en laine végétale et les parois de la niche sont recouvertes d'un fin revêtement en feutre qui va venir absorber le son. C'est une véritable fenêtre habitée. Cet espace est isolé non seulement physiquement, mais aussi phoniquement. On se sent protégé et on y retrouve le calme. Ici, un endroit magique, une zone de contemplation, un calme religieux. Dans cet espace, on est apaisé, en retrait total par rapport au reste du rez-de-chaussée. La première intervention sur l'aspect extérieur est l'agrandissement de cette ouverture. C'est tout de même plus joli qu'une télévision. Retour dans une ambiance plus chaleureuse et conviviale, qui se transmet par une soirée au coin du feu.
Un sas est créé pour l'entrée en raison du climat rude, ce qui m'a permis de garder la porte que mon grand-père avait fait. Une zone qui permet aussi d'enlever ses chaussures car le travail à la ferme n'est pas toujours très propre. Par 3 petites marches, nous accédons à la laiterie, un lieu où va se passer toutes les transformations alimentaires, qui servira aussi de laverie et de garde-manger contre la terre du Nord. Il y a un accès direct au jardin potager. Le garde-manger est isolé de la laiterie car il s'autoclimate et évite d'avoir un frigo et un congélateur. Afin de garder les pratiques anciennes, le garde-manger est à l'emplacement des anciennes caves de mes arrière-grands-parents. L'espace de la laiterie est un espace baigné de lumière. Pour travailler ici la journée, c'est idéal. La porte du mur en pierre mène à l'espace de vie à côté et l'autre porte va directement au garde-manger. Un plan de travail technique, une presse à fromage, une baratte, des bidons, des bocaux. Nous sommes bien ici dans un lieu dédié à la transformation alimentaire, un endroit fait pour un travail non conventionnel. Avant de vous montrer le plan du R+1, je vous invite déjà à observer les volumes et les hauteurs. Ici, on voit que les espaces sont exploités dans leur totalité. On retrouve de grands volumes au centre. Cette coupe transversale nous permet de comprendre les surépaisseurs et les murs habités du rez-de-chaussée, qui vont se poursuivre tout en prenant d'autres proportions, celles de l'usage. On sort de la symétrie. La famille qui vit ici à l'année, même en étant tout près, sauvegarde son intimité. Cette zone garde le jeu d'épaisseur tout en restant modeste. La cloison de biais et les obstacles, où le corps doit se mouvoir pour accéder à la partie privée, sont exécutés ainsi afin de dissuader sans fermer. Il y a un accès direct à l'extérieur au nord. Dans ces quelques vues de chambre d'enfant, on retrouve la même lecture de matérialité. Une niche, calme, face au paysage, une chambre inspirante, comme un refuge. Nous sommes maintenant dans le grand atelier. Même principe qu'en bas, c'est une zone de convivialité, mais dédiée au savoir-faire cette fois. Du tissage, de la vannerie, de la tannerie, de la broderie, de la dentelle du puits, de la couture, tout ce qu'il faut pour ne pas acheter ses draps sur Amazon. Autour de cette zone centrale, l'épaisseur prend forme au sud dans du stockage. Une cheminée vient se greffer sur le même conduit que celle d'en bas. La zone sanitaire se trouve à l'est. L'entre-espace, contre le mur du nord, est constitué de coins nuits, simples pour les visiteurs, avec 2 axes de sortie sur des chemins à l'emplacement des portes de grange. On voit ici l'arrivée de l'escalier du rez-de-chaussée. On voit tout de suite beaucoup de bois, une machine à coudre, une échelle. Oui, je vous en parlerai plus tard. Le papier peint que vous voyez ici est le même qu'au rez-de-chaussée et il est situé à chaque fois à l'intérieur de l'épaisseur, comme pour accentuer l'embrasure historique. Il a été choisi avec soin. Il reprend, avec une forme de modernité, la nature tout en rappelant le vieux papier peint de chez grand-maman. Ici, on a donc une vue plongeante sur cette grande zone, chaleureuse, meublée, pratique et surtout asymétrique. Et oui, la symétrie parfaite n'existe pas dans la nature. La grande paroi en ossature bois et en revêtement en planches de chêne est ponctuée d'ouvertures. L'épaisseur paraît alors profonde. Ici, on voit la partie salon, où l'on peut coudre assis bien confortablement dans un canapé. Au fond, on voit la niche qui entoure la seule ouverture au sud, avec des banquettes, ouverture du style château, pour contempler la nature. Les éclairages interpellent et rappellent les vieilles manufactures. Le mobilier peut surprendre et peut paraître dépareillé, mais il faut bien comprendre que ma volonté était que ce mobilier vienne de récupération. Par souci d'économie, mais surtout car chaque meuble ancien a une histoire, une âme et est unique. Le bois poli par les mains des habitants ou le tissu usé font partie intégrante du meuble. On se sent comme dans un endroit familier qui a finalement toujours été là. Pour cette salle de bain, du bois, une brise de nature, une simplicité, des bacs en ciment récupérés qui servent de lavabo.
Avec la deuxième et dernière création d'ouverture pour éviter que la pièce soit borgne, une fenêtre bandeau comme un tableau sur la nature. Je sais que le traitement est très simple et je justifie ces choix car la présence dans le coin nuit est relativement limitée. Le but étant de passer du temps avec les autres et de partager, ou bien d'utiliser les niches cachées un peu partout dans le bâtiment pour s'isoler. Le liseré de lumière nous aide à vivre au rythme du soleil. Alors ces échelles, au nombre de 2, servent à desservir 2 autres coins nuit. L'un avec un lit double et l'autre où l'on peut accueillir un enfant. On retrouve l'aspect ludique de la cabane. Le reste sert de stockage. On voit ici la création d'une nouvelle cheminée. Des Velux ont été posés là où, dans l'état des lieux, étaient placées des tôles ondulées translucides afin de respecter l'aspect du patrimoine. On voit dans cette coupe les grands volumes au centre et le traitement de l'épaisseur sur les côtés, ainsi que les 12 ouvertures créées à l'est, dans la salle de bain et dans l'espace de contemplation. Cette dernière coupe permet de voir l'asymétrie et le jeu de proportions en fonction de l'usage. Maintenant que vous avez visualisé, les volumes doivent être plus clairs. Voilà des extraits de plans et de coupes texturées de cette fameuse surépaisseur. On va venir se servir de sa massivité pour y dissimuler toutes les zones techniques, VMC, conduits et tuyaux. Elle est très importante dans le projet car elle matérialise et identifie les transitions. Pour finir avec l'intérieur, ce petit dessin représente l'atmosphère pure, historique et sans fioriture que j'espère avoir réussi à transmettre. Pour ce qui est de l'extérieur, vous avez compris ma volonté de sauvegarder l'âme du bâti historique tout en ne modernisant que les menuiseries pour faire entrer un maximum de lumière, mais aussi ne pas faire de l'architecture canard. Je ne voulais pas faire du faux vieux. Les façades n'ont donc pas changé dans leur composition, sauf la première, la façade est, avec la création des 2 tableaux de nature. Les menuiseries métalliques ont été placées au droit de l'isolant. Le patrimoine, et celui-ci en particulier, me tenait beaucoup trop à cœur pour prendre le risque de l'abîmer, en hommage bien sûr à la personne qui a passé sa vie dans ce bâtiment, mon grand-père. Je vous remercie d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette présentation et espère que vous avez aimé le visionnage. Ce projet me ressemble et a été fait avec le cœur. Merci de votre écoute.